Pourquoi les pays du Golfe peinent à contourner le détroit d'Ormuz pour exporter leur pétrole et leur gaz? France Info. Pourquoi les pays du Golfe peinent à contourner le détroit d'Ormuz pour exporter leur pétrole et leur gaz frappés durement par la situation dans la zone stratégique pour le trafic d'hydrocarbures? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Qatar tentent de repenser leur route pétrolière et commerciale. Cet impératif se heurte toutefois à un certain nombre de contraintes. Les jours passent et le détroit d'Ormuz reste paralysé. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis semblent dans l'impasse, bien que Téhéran ait présenté une nouvelle offre en vue de la reprise des discussions, a annoncé l'agence officielle iranienne IRNA, vendredi 1er mai. La situation s'apparente à un casse-tête aux yeux des pays du Golfe, pour qui les exportations d'hydrocarbures représentent un pilier économique incontournable. Près de 20 millions de barils de brut et de produits pétroliers transités par le passage maritime, chaque jour, en 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie AIE. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Qatar tentent de repenser leur route pétrolière et commerciale. Cet impératif stratégique se heurte toutefois à un certain nombre de contraintes. France Info explique pourquoi les autres options n'existent presque pas. Parce que les oléoducs et gazoducs ont des capacités limitées si le Koweït, le Qatar et Bahreïn, dépourvus d'autres accès maritimes, restent entièrement dépendants de ce passage. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis disposent en revanche de débouchés partiels grâce à des oléoducs reliant respectivement la mer Rouge et le golfe d'Oman. Mais ces infrastructures, déjà en service avant le conflit, offrent des capacités supplémentaires limitées, évaluées par l'AIE à entre 3,5 et 5 millions de barils par jour. La réalité est que des voies d'exportation alternatives mettront du temps à voir le jour, souligne Robert Mogielnicki, de l'Institut des États arabes du Golfe à Washington, États-Unis, mais la diversification sera cruciale dans les années à venir. Le gaz naturel liquéfié GNL, produit principalement par le Qatar, est tout aussi concerné. Pour Doha, il n'existe aucune alternative que d'avoir recours aux installations de liquéfaction existantes. Le Qatar fournit du gaz par pipeline aux Émirats Arabes Unis et à Oman, via le gazoduc Dolphin près de 20,5 milliards de mètres cubes en 2025, explique l'AIE sur son site. Toutefois, la capacité excédentaire de ce gazoduc est limitée, tandis que les terminaux d'exportation de GNL d'Oman affichaient un taux d'utilisation proche de 100. De plus, l'idée d'un gazoduc transarabique, évoquée à plusieurs reprises, n'a jamais abouti. Les distances, la complexité politique et les coûts rendent ces projets peu compétitifs par rapport aux méthaniers, en temps normal, observe Frédéric Schneider, du Middle East Council on Global Affairs, institut de recherche basé au Qatar. L'utilisation des drones iraniens complique encore plus la donne. L'Arabie Saoudite a reconnu, le 10 avril, les dégâts des attaques menées ces dernières semaines par Téhéran contre des infrastructures énergétiques du royaume. L'oléoduc traversant d'est en ouest le pays a pour sa part été remis en état de fonctionnement après des attaques, ont annoncé dimanche les autorités saoudiennes. Selon le ministre de l'Énergie, la capacité de l'infrastructure a été pleinement rétablie ou pour atteindre environ 7 millions de barils par jour. Les offensives iraniennes avaient réduit ce flux d'environ 700 000 barils par jour. Parce que les options ferroviaires et routières se révèlent coûteuses, la plupart des grands ports du Golfe situés au sud du détroit, notamment Jebel Ali et Émirats Arabes Unis, étant désormais inaccessibles, les porte-conteneurs se reportent vers ceux d'Oman ou de la côte ouest de l'Arabie, sur la mer Rouge. Même celui de Neom, un projet de ville futuriste à l'avenir incertain, a été mis à contribution. Les marchandises sont ensuite acheminées par voie terrestre vers les autres pays. L'Irak s'est ainsi tourné vers la Syrie, a pu constater France Télévisions. L'Arabie Saoudite, qui ambitionne de devenir un centre logistique régional, a lancé récemment des corridors commerciaux combinant route et rail afin de relier le Golfe à la mer Rouge et à la frontière jordanienne. Mais les capacités ne sont pas illimitées et les coûts du transport terrestre restent nettement supérieurs à ceux du transport maritime, souligne Frédéric Schneider. Il faut compter au minimum 10 000 camions pour remplir un tanker standard, détaille auprès de France Télévisions le géographe Sylvain Domergue, spécialiste des enjeux de sécurité maritime. En outre, le projet ferroviaire du Conseil de coopération du Golfe, censé relier les 6 États membres d'ici à 2030, accumule les retards. La crise peut également remettre sur le tapis le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, lancé en 2023, qui permet de contourner en partie le détroit d'Ormuz ainsi que le canal de Suez en combinant liaisons ferroviaires à travers la péninsule arabique et connexions maritimes vers l'Inde et l'Europe. Il reste toutefois fragile, voire hypothétique à ce stade, assure Frédéric Schneider. Le tracé prévoit notamment un segment entre l'Arabie Saoudite et Israël, alors qu'une normalisation entre les deux pays semble plus éloignée que jamais.
Parce que les rivalités régionales restent fortes, les pays de la région ont intensifié leur coopération logistique et mis en place des itinéraires de remplacement depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février. Néanmoins, les projets d'intégration régionale devront composer avec des vents contraires économiques et des gouvernements focalisés sur leurs priorités nationales, estime Robert Mogielnicki. La perte de revenus pétroliers, les besoins de reconstruction après les attaques iraniennes et la hausse des dépenses militaires vont créer une pression budgétaire qui risque même d'accentuer les rivalités économiques, estime Frédéric Schneider. La décision surprise des Émirats arabes unis, annoncée mardi, de sortir de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole au nom de l'intérêt national, constitue l'exemple le plus frappant de ces tensions, notamment entre Abu Dhabi et Riyad. Les crises précédentes, de l'invasion du Koweït en 1990 au blocus du Qatar, n'ont jamais abouti à la coopération multilatérale, institutionnalisée et durable qu'exigent les grands projets d'infrastructure, rappelle Frédéric Schneider. Selon l'analyste, même si elle représente un choc géopolitique majeur, la crise autour du détroit d'Ormuz ne paraît pas susceptible d'engendrer cette volonté politique qui a fait défaut jusqu'à présent. Sujet suivant. Free Party dans le Cher, de nombreuses dégradations sur des biens et dans des champs, déplore le député Horizon Loïc Kervran, Freusinfo. Free Party dans le Cher, de nombreuses dégradations sur des biens et dans des champs, déplore le député Horizon Loïc Kervran. Il y a des tentes plantées dans des champs semés, on a énormément de passages de gens à pied, parfois même en véhicule, dans ces champs semés, se désole le député, samedi sur Freusinfo. Depuis vendredi, environ 20 000 personnes sont rassemblées sur un terrain militaire pour faire la fête. Publié le 02/05/2026 18h20 temps de lecture, une minute des teufeurs participe à une free party sur un terrain militaire à Cornus, près de Bourges-Cher, le 1er mai 2026. Arnaud Finistre AFP. Après s'être rendu sur les lieux de la rave party dans le Cher samedi 2 mai, le député Horizon de la 3e circonscription du département, Loïc Kervran, indique sur Freusinfo avoir pu observer de nombreuses dégradations sur les biens publics, les biens privés et dans les champs de nos agriculteurs. Depuis la veille, environ 20 000 teufeurs sont rassemblés sur ce terrain présenté comme très dangereux par les autorités en raison des munitions non explosées qu'il peut contenir. Malheureusement, j'ai pu voir ce matin la détresse des agriculteurs, rapporte Loïc Kervran, aussi vice-président de la commission défense de l'Assemblée nationale. Il y a des tentes plantées dans des champs semés, on a énormément de passages de gens à pied, parfois même en véhicule, dans ces champs semés, poursuit-il. On aura des dégâts sur les champs et les exploitations agricoles. Selon le député Horizon, le sentiment qui domine est celui de l'incompréhension face à l'ampleur de cette free party. La gendarmerie a été dépassée par un phénomène de nombre et des individus très agressifs, qui ont forcé les barrages de gendarmerie, selon le député. En face, les gendarmes n'étaient pas assez nombreux et insuffisamment équipés. On ne peut pas laisser de tels actes impunis, lance Loïc Kervran. Le député soutient la proposition de loi sur la pénalisation de l'organisation de rave party de sa consoeur Laetitia Saint-Paul. Ce texte vise à combler un vide juridique autour de ces fêtes. L'événement dans le Cher montre à quel point nous avons besoin de renforcer la législation, conclut Loïc Kervran. Sujet suivant. Élection présidentielle 2027, Yaël Braun-Pivet ne veut pas ajouter une candidature, France Info. Élection présidentielle 2027, Yaël Braun-Pivet ne veut pas ajouter une candidature. La présidente de l'Assemblée nationale se dit disponible pour parler du fond, mais ne soutiendra aucun candidat aujourd'hui qui se lancerait dans une aventure présidentielle en faisant passer son ambition avant tout. Publié le 02/05/2026 20h05 temps de lecture, une minute. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, préside une séance de questions au gouvernement, le 29 avril 2026, à Paris. Anne-Christine Poujoula AFP. Yaël Braun-Pivet souhaite jouer collectif. La présidente de l'Assemblée nationale, régulièrement citée comme une potentielle candidate au sein du socle commun pour la présidentielle 2027, a déclaré, samedi 2 mai, ne pas vouloir ajouter une candidature dans cet espace déjà bien occupé, mais s'est dite disponible pour parler du fond. Nous devons d'abord bâtir un projet à l'échelle d'une majorité présidentielle et du socle commun, ajoute Yaël Braun-Pivet dans une interview aux Parisiens. Je ne soutiens aucun candidat aujourd'hui qui se lancerait dans une aventure présidentielle en faisant passer son ambition avant tout. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale aux Parisiens. Je ne vais pas ajouter une candidature après ce que je viens de vous dire, insiste-t-elle. L'espace du socle commun est occupé par de nombreux candidats, réels ou supposés, à la succession d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe Horizon et Bruno Retailleau. Les Républicains ont déjà annoncé leur candidature,
et Gabriel Attal Renaissance prépare activement son entrée officielle dans la course. Ce dernier a souhaité la création d'un comité de liaison avec Horizon et le Modem en vue de fédérer l'espace du centre et du centre droit. Dans Le Parisien, Yael Braun-Pivet regrette de ne pas y être associée. Ce comité reste par ailleurs extrêmement masculin, ce qui est un peu problématique. Nous avons des présidentes de région, des maires, une ancienne première ministre, des ministres, une présidente de l'Assemblée nationale en exercice. C'est étrange de ne pas être associé à ce travail. Concernant l'Assemblée nationale, l'élu des Yvelines s'est dit plutôt favorable à l'utilisation d'un 49.3 pour faire passer le budget pour l'année 2027 sans vote des députés. Nous serons en année présidentielle. Il serait inutile de faire traîner les débats. Cela permettrait aussi de dégager du temps pour agir, estime-t-elle. Sujet suivant. Ligue 1, à 4 jours de la demi-finale retour en Ligue des Champions, le PSG concède le nul face à Lorient, France Info. Ligue 1, à 4 jours de la demi-finale retour en Ligue des Champions, le PSG concède le nul face à Lorient après une ouverture du score rapide, les Parisiens repartent avec un nul face à des Bretons vaillant 2-2, samedi. Publié le 02-05-2026 18h57 mis à jour le 02-05-2026 19h14 temps de lecture. 1 minute le Parisien Bradley Barcola et le gardien breton Yvon Vogo, lors du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient au Parc des Princes, le 2 mai 2026. YOAN Valet épiait une entame en fanfare avant de se faire chahuter. Le PSG, avec un 11 de départ largement remanié, a concédé le nul 2-2, samedi 2 mai, au Parc des Princes, face à Lorient à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Les titulaires parisiens ont été préservés avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, mercredi 6 mai. Les Bretons, actuels 9e du championnat, en ont donc profité pour réaliser une belle opération, eux qui n'ont gagné qu'un seul match sur les 6 dernières journées à domicile contre l'OM, 2-0, le 18 avril. Après une ouverture du score dès la 6e minute par l'intermédiaire d'Ibrahim Mbaye, les Parisiens n'ont pas pu savourer leur avance très longtemps. Les Bretons leur ont répondu 6 minutes plus tard par le but d'égalisation de Pablo Paggi. En confiance, les Lorientais ont mis la pression sur les Parisiens jusqu'aux dernières minutes de match, eux qui étaient déjà repartis du match aller, en octobre dernier, avec un match nul 1-1 lors de la 10e journée. Auteur d'une frappe à ras de terre victorieuse, le capitaine Warren Zaïre-Emery, entré 1 minute plus tôt sur le terrain, a relancé le PSG pour mener 2-1 62e. Malgré un score à l'avantage de Paris, Lorient a joué sa carte jusqu'au bout pour rester au contact et trouver des ouvertures. Une méthode payante pour les Bretons qui sont venus accrocher les Parisiens, à la peine au tir cadré, à la 77e, recollant à 2-2, grâce à Eygin Tozin, qui a profité d'une mauvaise passe de Pierre Mongang. Ce match nul pourrait permettre à Lens 2e, qui se déplace à Nice samedi soir 21h05, de revenir à 4 points. Comme Paris, le Bayern Munich, largement remanié par rapport à la demi-finale allée de C1, a arraché le nul, à la 100e minute, face à Heidenheim 3-3, lanterne rouge de Bundesliga, quelques minutes avant le coup d'envoi à Paris. Sujet suivant. La haute-commissaire à l'enfance annonce déposer plainte après des menaces exprimées sur le forum legarçon.net, France Info. La haute-commissaire à l'enfance annonce déposer plainte après des menaces exprimées sur le forum legarçon.net. Sarah El Haïry avait reproché à ce forum de mettre en contact des pédocriminels. Les menaces proférées à mon encontre sur ce site sont inacceptables et ne m'impressionnent pas, déclare-t-elle à Ouest France. Publié le 02-05-2026 20h31 temps de lecture, 1 minute. Sarah El Haïry, haute-commissaire à l'enfance, lors d'un meeting pendant la campagne des municipales, le 14 janvier 2026, à Nantes. Loïc Venance AFP. Sarah El Haïry contre-attaque. La haute-commissaire à l'enfance a annoncé, samedi 2 mai, au journal Ouest France qu'elle allait porter plainte après avoir été menacée sur le forum legarçon.net, au sujet duquel elle avait saisi la justice. Mercredi, Sarah El Haïry avait indiqué avoir dénoncé 2 sites qui mettent en contact des pédocriminels et où il n'y a pas de vérification d'âge, chat.fr et legarçon.net. Selon Ouest France, un utilisateur du forum legarçon.net a publié jeudi un message ciblant directement la haute-commissaire. Faites attention à vos F, dit ce message selon le quotidien régional, sous-entendant que des forces étrangères détiendraient des informations sur des personnalités françaises liées à l'affaire Epstein. D'après l'enquête du quotidien régional, l'auteur de ce message se présente comme ayant travaillé pour l'Élysée avant sa retraite en 2008, évoquant l'époque de Jacques Chirac, et revendique des relations intimes avec des adolescents rencontrés lors de ses voyages.
Les menaces proférées à mon encontre sur ce site sont inacceptables et ne m'impressionnent pas, a déclaré Sarah El Haïry au journal, précisant qu'elle allait déposer plainte. Ces menaces ne feront que renforcer ma détermination à faire toute la lumière sur ces faits et à traquer, dénoncer et combattre sans relâche la pédocriminalité, dit-elle. Si les faits évoqués sont avérés, ils sont d'une gravité extrême, souligne-t-elle au sujet des propos tenus par cet utilisateur. Sur legarçon.net, on peut lire dans un question-réponse sur le fonctionnement de ce forum que les hommes qui y écrivent représentent une proportion de la population masculine qui, pour des raisons qui dépassent leur compréhension, ont en commun une affinité particulière pour les ados ou les pré-ados, accompagnés, dans la plupart des cas, d'une attirance sexuelle marquée.